Papa et maman m'ont donné la permission d'emménager. Si ça ne te plaît pas, appelle la police. Ma sœur aînée, Hélène, afficha un sourire narquois et provocateur. Devant moi s'étendait une pièce en plein chaos. Mon sanctuaire autrefois immaculé avait été piétiné comme si de rien n'était. Je m'appelle Juliette et j'ai 31 ans. Je suis une architecte d'intérieur qui s'est fait un nom à Paris. Adolescente, je me suis lancée dans le monde dont j'avais toujours rêvé, j'ai travaillé sans relâche et j'ai finalement monté ma propre agence de design. Aujourd'hui, je conçois des intérieurs pour l'élite parisienne, développant régulièrement mon entreprise. Mon succès est incarné par ma résidence secondaire surplombant la Seine, un espace minimaliste blanc orné d'œuvres d'art et de meubles rapportés du monde entier, un sanctuaire qui me remplit d'inspiration infinie. Mais je ne me contentais pas de m'arrêter là. Ma prochaine ambition était de m'étendre sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez. L'ouverture d'un nouveau studio de design et d'une galerie serait un énorme investissement, et cela nécessitait un capital sérieux. J'ai donc pris une décision pragmatique, je louerai mon penthouse parisien et utiliserai les revenus locatifs pour financer l'expansion. Une fois le plan établi, j'ai agi rapidement. D'abord, j'ai demandé à Monsieur Dubois, le gestionnaire immobilier en qui j'avais le plus confiance, de trouver le locataire parfait. Ensuite, j'ai chargé mon avocat de rédiger un contrat de location irréprochable qui anticiperait tous les risques possibles et protégerait pleinement mes droits en tant que propriétaire. Ma devise a toujours été, en affaires, tout repose sur les papiers et les contrats. Pour m'assurer que la propriété était en parfait état, j'ai rénové les intérieurs et installé un système de sécurité de pointe. Quelques semaines plus tard, le penthouse brillait comme une suite d'hôtels de luxe. J'étais convaincue qu'il était prêt. Il ne restait plus qu'à trouver le bon locataire. À ce moment-là, je n'avais pas le moindre doute. J'ignorais que quelqu'un qui allait piétiner mon sanctuaire était bien plus proche que je ne le pensais. Mes parents vivaient paisiblement dans la banlieue parisienne. Un couple typique de la classe moyenne qui ne saisissait pas tout à fait l'ampleur de mon entreprise. Un week-end, je leur ai rendu visite pour leur parler de mon plan de louer le penthouse parisien afin de financer mon expansion sur la Côte d'Azur. Maman, papa, j'ai décidé d'ouvrir un nouveau studio sur la Côte d'Azur, ai-je commencé. Donc, je vais louer mon appartement parisien pendant un certain temps. Mon père plissa les yeux fièrement. C'est incroyable, Juliette. Je suis fière de toi. Mais ma mère fronça légèrement les sourcils. Le louer à des étrangers? Cette belle maison? N'est-ce pas dangereux? Ne t'inquiète pas, maman. J'utilise une société de gestion en laquelle j'ai confiance, et mon avocat est également impliqué. Tout sera fait dans les règles. C'est alors que cela s'est produit. Comme si elle avait attendu son signal, ma sœur, Hélène, est entrée avec ses 3 enfants. Elle devait écouter derrière la porte. Juliette loue son appartement, dit-elle d'un ton faussement surpris. Les enfants ont instantanément transformé le salon en chaos, sautant sur le canapé, réclamant des collations. Oui, c'est pour les affaires. Lorsque j'ai répondu sèchement, le visage d'Hélène s'est illuminé comme si elle avait attendu ce moment. Oh, parfait. Alors tu peux nous le louer. Ces mots étaient si désinvoltes, si insouciants qu'un instant, je n'ai même pas pu saisir ce qu'elle avait dit. À vous? Oui. Notre appartement est beaucoup trop petit maintenant que les enfants grandissent. Et ton penthouse est dans un si bon quartier scolaire, n'est-ce pas? Ce serait parfait pour l'éducation des enfants. Ses yeux pétillaient d'excitation. Dans son esprit, l'histoire était déjà écrite. Elle et sa famille vivraient gratuitement dans le penthouse de luxe de sa petite sœur pendant que ses enfants bénéficieraient d'écoles de premier ordre. Je l'ai calmement mais fermement ramenée à la réalité. Hélène, c'est des affaires. Le loyer fait partie de mon plan d'investissement. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent dramatiquement comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Un loyer? Tu vas sérieusement nous faire payer un loyer? Sa voix résonna dans la pièce et même les enfants s'arrêtèrent de bouger un instant. Ma mère prit immédiatement le parti d'Hélène. Juliette, comment peux-tu dire ça? Hélène est ta seule sœur. Et regarde-la. Elle a tous ses enfants. Tu pourrais au moins l'aider un petit peu. L'aider? Que veux-tu dire, maman? C'est ma propriété,
mon entreprise. Ce n'est pas une œuvre de charité. Ma voix sortit plus froide que je ne l'avais imaginé, même pour moi. Mon père fronça les sourcils, essayant de faire la médiation. Maintenant, calmez-vous tous. Mais une fois la colère d'Hélène allumée, rien ne pouvait l'arrêter. Elle posa ses mains sur ses hanches et me regarda comme une héroïne moralisatrice défendant la justice. Juliette, tu ne comprends tout simplement pas. Tu n'as aucune idée à quel point c'est difficile pour une famille normale d'élever 3 enfants. Tout ce à quoi tu penses, c'est de gagner de l'argent. Tu n'as jamais eu à te soucier des factures d'épicerie ou des frais de scolarité comme nous, n'est-ce pas? Ces mots étaient si injustes qu'ils me firent presque rire. Elle n'avait aucune idée à quel point j'avais travaillé dur, combien de risques j'avais pris pour construire la vie que je pouvais enfin avoir. Et elle n'avait jamais voulu le savoir. À ses yeux, je n'étais rien de plus que la petite sœur chanceuse qui gagne de l'argent facilement. Tu ne comprendrais pas, la voix d'Hélène se cassa en un ton aigu et hystérique. Tu vis seule dans ton appartement chic en faisant le travail que tu aimes, en gagnant des tonnes d'argent. Qu'y a-t-il de mal à aider un peu ta famille? Et maintenant tu me dis que tu veux faire payer un loyer à ta propre sœur? Tu es tellement gourmande, Juliette. Tu es sans cœur. Gourmande? J'ai répété les mots lentement, comme si je les entendais pour la première fois. Je pouvais sentir le sang affluer à ma tête, une chaleur qui brouillait ma vision. Je n'étais plus en colère, juste abasourdie par l'absurdité de tout cela. Ma mère parla ensuite, enfonçant le couteau plus profondément. Elle a raison, Juliette. Tu es en position d'aider ta famille. C'est ça, la famille, n'est-ce pas? Dieu veut que ceux qui en partagent avec ceux qui n'ont pas, Dieu. J'ai failli rire aux éclats. Ce qu'il faisait n'était pas de la générosité. C'était une dépendance moralisatrice déguisée en vertu. Je me suis levée tranquillement. Ça suffit. Cette conversation est terminée. Ma décision est prise. Je me suis tournée pour quitter le salon, mais le cri perçant d'Hélène m'a frappé dans le dos. Ne me tourne pas le dos, espèce de gamine ingrate. Cette réunion de famille n'avait pas été une discussion. Ce n'était qu'une agression épuisante et futile contre ma patience. Quelques jours plus tard, David de la société de gestion immobilière a appelé. Juliette, excellente nouvelle. Nous avons eu plusieurs demandes, mais il y a un couple en particulier que je pense être parfait. Tous 2 médecins, solide expérience, excellente référence, et ils adorent absolument votre design. Seriez-vous prête à les rencontrer et à leur montrer les lieux en personne? C'était exactement ce que j'avais espéré. Une paire de médecins seraient des locataires idéaux. Responsables, respectueux, financièrement stables. Bien sûr, David, fixez le rendez-vous, dis-je sans hésitation. La visite était prévue pour le vendredi après-midi. Ce vendredi à 14 h, j'ai retrouvé David et les docteurs Leclerc dans le hall de mon immeuble. Le docteur Leclerc était un gentleman calme et raffiné, et son épouse dégageait intelligence et grâce. Au moment où nous nous sommes serrés la main, j'ai su qu'ils étaient le bon choix. Par ici, s'il vous plaît, dis-je, pressant avec confiance le bouton de l'ascenseur privé. Pendant que nous montions, David expliqua les systèmes de sécurité avancés de l'immeuble, remplissant l'espace de conversation polie. Cette résidence secondaire signifie beaucoup pour moi. Je l'ai conçue juste après avoir créé mon agence. Elle représente le début de tout. Devant la porte du salon, j'ai posé mon doigt sur la serrure connectée. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Un léger clic retentit lorsque la serrure se désengagea. Avec une grâce exercée, j'ouvris la porte. S'il vous plaît, entrez. Mais mes mots se figèrent en plein milieu de la phrase. Ce qui s'étendait devant moi n'était pas l'espace serein et immaculé que j'avais si soigneusement conçu. La table basse en verre italien qui aurait dû être au centre de la pièce avait été repoussée, enfouie sous une boîte de céréales à moitié vide et une brique de lait. Le canapé en cuir blanc pur était recouvert d'une couverture de dessins animés criardes. Et le sol était jonché de jouets en plastique colorés comme des mines antipersonnelles. Et au milieu de tout cela, Hélène était assise, vêtue d'un jogging, serrant un sac de chips. Elle regardait un dessin animé bruyant pour enfants à la télévision. À côté d'elle, la petite Léa, la plus jeune,
griffonnait avec des crayons sur l'un de mes précieux livres d'art. J'entendis David reprendre brusquement son souffle derrière moi. Les Leclerc restaient figés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. « Juliette, mais qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de David était calme, mais j'y entendais l'incrédulité. Hélène leva enfin les yeux, nous remarquant pour la première fois, mais il n'y avait aucune trace de culpabilité ou d'embarras sur son visage. Si tant est qu'elle semblait légèrement agacée, comme si nous avions interrompu son après-midi. « Oh, Juliette, tu aurais dû appeler avant de venir, dit-elle, parfaitement posée. Et à cet instant, je sentis quelque chose se briser en moi. « Hélène, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne pus empêcher un tremblement dans ma voix. Je ne savais pas si c'était de la colère ou de la stupéfaction. « Quoi ?» Comme si ce n'était pas évident. Elle mit une chips dans sa bouche et le dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Maman m'a donné un double de clé hier, alors nous avons emménagé. »« Tu vas nous le louer, n'est-ce pas ?»« Un double de clé, n'est-ce pas ?» J'en avais laissé un chez mes parents pour les urgences. Ma mère l'avait pris sans ma permission. De la cuisine, les deux autres enfants jetaient un coup d'œil. Leurs mains étaient maculées de chocolat. L'un d'eux traînait mon précieux coussin en cachemire sur le sol. À ce moment-là, Madame Leclerc parla doucement. « David, je crois que nous devrions nous retirer aujourd'hui. » Sa voix était froide, empreinte de déception et de malaise. « Attendez, Madame Leclerc, c'est une erreur. » J'essayai désespérément de les arrêter, mais il était déjà trop tard. Le docteur Leclerc me lança un regard de refus sympathique mais clair. « Oui, faisons cela. David, nous attendrons de vos nouvelles, dit-il, et le couple se dirigea rapidement vers l'ascenseur. Les personnes qui étaient censées être mes locataires idéaux venaient d'être témoins du pire moment de ma vie. David devint blême et dit, « Juliette, je suis tellement désolé, mais je dois retourner au bureau et régler ça. Je vous contacterai plus tard. » Puis il partit comme en fuite. Une tempête de minutes passa. Il ne restait dans le salon que moi, Hélène, qui continuait à regarder des dessins animés comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre, et les enfants. Le silence ne fit qu'amplifier ma colère. Je me tournai lentement vers Hélène. « Dehors. » Je ne t'entends pas. Elle porta une main à son oreille dans un acte exagéré. J'ai dit, prends tes enfants et sors d'ici tout de suite. Hélène posa la télécommande et sourit. C'était le sourire le plus laid que j'aie jamais vu. Non. Maman m'a dit que c'était bon de vivre ici. C'est notre maison maintenant. Puis elle prononça la phrase qui régla tout. Et si ça ne te plaît pas, pourquoi n'appelles-tu pas la police ? Vas-y, si tu peux. Cette remarque provocante et son sourire tordu et triomphant furent le déclencheur final. En observant l'expression suffisante d'Hélène, je sentis un calme étrange m'envahir. Mon point d'ébullition était dépassé depuis longtemps. Seule une résolution glaciale m'habitait. Je la fixai dans les yeux, fouillai lentement dans mon sac à main et en sortis mon smartphone. Alors, qu'as-tu dit encore ? Tu m'as dit d'appeler la police. Oui, je l'ai fait. Comme si tu allais vraiment le faire. Tu ne signalerais jamais ta propre famille à la police, n'est-ce pas ? Hélène croyait encore clairement que je bluffais. Je l'ignorais et tapotai l'écran sans hésitation. Puis je composai 3 chiffres. 17. À ce moment-là, le sourire disparut du visage d'Hélène. Elle se leva du canapé et se précipita vers moi, paniquée. « Attends, tu es sérieuse ? » Ne. Je ne bougeais pas. À l'autre bout du fil, une voix d'opérateur calme répondit. « Police nationale, quel est votre problème ? » Oui, c'est une urgence. Je gardai les yeux sur ma sœur pendant que je parlais clairement. Il y a une entrée illégale. Ma résidence secondaire à Paris, quartier du Marais, a été occupée sans permission par plusieurs personnes. Elles refusent de partir. Elles ne sont pas armées. Pendant que l'opérateur confirmait mon nom et l'adresse, Hélène essaya de me saisir le bras. Je la repoussai. « S'il te plaît, Juliette, arrête. Dis que tu plaisantes. » Son ton confiant avait disparu et était remplacé par un tremblement pitoyable. Les enfants, sentant que quelque chose n'allait pas,
commencèrent à pleurer. Le numéro de l'appartement est 251. J'attendrai les agents dans le hall de l'immeuble. Dis-je à l'opérateur, puis je mis fin à l'appel. Je me tins devant Hélène, figée, et dis calmement, « Tu m'as dit d'appeler la police, alors je l'ai fait. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est une affaire légale. » Je tournai les talons et quittai la pièce, le son des enfants qui pleuraient et des cris stridents d'Hélène résonnant derrière moi. Mes mains tremblèrent légèrement tandis que l'ascenseur descendait vers le hall, mais il n'y avait aucune trace de regret en moi. Je m'assis sur un canapé en cuir et j'attendis. Une dizaine de minutes passèrent. Il n'y eut pas de sirène, seulement le doux bruissement des portes automatiques qui s'ouvraient tandis que 2 policiers solidement bâtis entraient dans le hall. Je me levai, m'approchai d'eux et présentai calmement ma carte d'identité tout en expliquant la situation aussi brièvement et clairement que possible. Ils écoutèrent en silence. Quand je leur montrai les copies numériques de mes documents de propriété, l'officier le plus âgé, le sergent Martin, hocha la tête. « Compris, mademoiselle. Voudriez-vous nous faire monter, s'il vous plaît ?» Nous remontâmes l'ascenseur ensemble. Même depuis le couloir, j'entendais des enfants pleurer et la voix hystérique d'Hélène au téléphone. Sans doute appelait-elle notre mère à l'aide. J'ouvris la porte avec ma carte clé. Le chaos à l'intérieur n'avait pas changé. Quand Hélène aperçut les officiers, elle se figea, puis balbutia, « Qu'est-ce que... Vous avez vraiment appelé la police ?» Le sergent Martin parla le premier, son ton calme mais ferme. « Vous devez être Hélène. Voici Juliette, la propriétaire légale de la propriété. Nous avons reçu un rapport selon lequel vous et d'autres personnes êtes entrées et séjournées ici sans son consentement. Cela constitue une effraction. » Effraction ? Je suis sa sœur. Nous sommes de la famille. Famille ou non n'est pas pertinent, répondit le jeune officier, le sergent Leroy. La propriétaire vous a demandé de partir, ce qui signifie que vous n'avez aucun droit de rester. Veuillez rassembler vos affaires et quitter les lieux immédiatement. Au moment où elle entendit ces mots, quelque chose en Hélène sembla se briser. Soudain, elle s'élança vers l'avant comme pour se jeter sur moi. « C'est de ta faute. Tu ruines ma vie. » Ses yeux brûlaient de haine. Mais avant qu'elle ne puisse me toucher, le sergent Leroy lui saisit le bras et la retint. « Vous entravez le devoir de police. » Malgré l'avertissement, Hélène commença à se débattre sauvagement, essayant de se libérer du bras de l'officier, ses mouvements frénétiques et déchaînés. « Lâchez-moi, monstre !» Sa résistance ne fit qu'empirer les choses. Le sergent Martin intervint pour l'aider, et en quelques secondes, il l'avait maîtrisée et menottée. Effraction et obstruction à la justice. Vous êtes en état d'arrestation. Hélène regarda avec incrédulité, comme si son esprit refusait de comprendre ce qui venait de se passer. Elle cria, pleura, jura, supplia, tout en un fouillis de mots qui n'avaient aucun sens. Ses 3 enfants restaient figés, horrifiés par la vue de leur mère menottée, tandis que l'un d'eux hurlait de manière incontrôlable. Le salon était un chaos pur, comme une scène d'enfer. Je regardais simplement en silence. Je ne ressentais aucune sympathie, aucune pitié, seulement une froide certitude que c'était inévitable. Elle avait semé ça elle-même. Alors que les agents étaient sur le point de faire sortir Hélène, mon téléphone sonna sèchement. L'affichage indiquait « Maman ». Je n'avais pas besoin de répondre pour savoir de quoi il s'agissait. J'appuyai sur « Accepter » et activé le mode haut-parleur. « Juliette, qu'as-tu fait ?» Hélène a dit que la police. Oh mon Dieu ! La voix paniquée de ma mère remplit la pièce. Je regardai Hélène droit dans les yeux, abasourdie et menottée, et répondis calmement mais fermement. J'ai juste fait ce qu'Hélène m'a dit de faire. Elle a dit, si ça ne te plaît pas, appelle la police. Alors, je l'ai fait. Cela ne serait pas arrivé si tu ne lui avais pas donné la clé de rechange sans ma permission. Quoi ? Tu me blâmes maintenant ? Tu abandonnes ta sœur quand elle est en difficulté ? Elle a 38 ans, maman. Une femme adulte, mère de 3 enfants. Elle est responsable de ses propres actions. Et toi ? Tu as peut-être eu de bonnes intentions, mais regarde ce à quoi cette gentillesse a mené. Tu as transformé ta fille en criminelle.
J'entendis ma mère halter à l'autre bout du fil. Hélène me fixa, son visage vidé de couleur, les yeux écarquillés de désespoir alors que les officiers l'encerclaient. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans ma vie ni ne toucheras à ma propriété sans permission. À partir de maintenant, toi et papa assumerez l'entière responsabilité d'Hélène et de ses enfants. Notre petit jeu de famille est terminé. Je mis fin à l'appel. Me tournant vers le sergent Martin, je dis calmement, mes parents viendront chercher les enfants tout de suite. Voici leur numéro. Je lui tendis les coordonnées. Les officiers hochèrent la tête et escortèrent Hélène hors de l'appartement. Quand ils furent partis, seuls les cris confus et effrayés des enfants résonnaient dans la pièce. Je m'agenouillai et leur parlai aussi doucement que possible. C'est bon maintenant. Vous n'avez pas à avoir peur. Mamie vient vous chercher bientôt. Léa sanglotait encore à mes pieds. Tout ce que je pus faire fut de lui caresser doucement le dos tremblant en silence. Il n'était pas à blâmer. Leur seul crime était d'être nés d'une mère insensée. Environ 30 minutes plus tard, mes parents arrivèrent, pâles et essoufflés. Ma mère se précipita vers les enfants, les serrant dans ses bras tandis qu'ils pleuraient. Mon père resta figé, son regard passant du salon dévasté à mon visage. La colère, la déception et peut-être une lueur de peur obscurcissaient son expression. Juliette, qu'as-tu fait ? Sa voix était faible, comme si elle était forcée à travers des dents serrées. Que ai-je fait ? J'ai protégé ce qui m'appartient conformément à la loi, répondis-je calmement. Qu'y a-t-il de mal à appeler la police pour des intrus ? C'est ta famille. J'ai entendu ce mot assez pour toute une vie. Je le coupai. Avez-vous une seule fois arrêté de penser à tout ce que j'ai dû sacrifier pour votre soi-disant famille ? Hélène est devenue ce qu'elle est parce que vous l'avez tous les deux encouragée, gâtée, protégée des conséquences, lui avez appris que tous les autres nettoieraient ses dégâts. Cela s'arrête maintenant. Vous prendrez les enfants. Vous pouvez aussi payer son avocat. Ma mère me regarda fixement par-dessus la tête des enfants, ses yeux pleins de haine. Tu n'es pas notre fille. Ces mots auraient dû me transpercer le cœur comme une lame. Mais étrangement, il n'y eut pas de douleur. Au lieu de cela, je ressentis quelque chose proche du soulagement, comme si une lourde chaîne que j'avais traînée pendant des années avait enfin cédé. Vous avez probablement raison, dis-je doucement. Puis, je leur tournai le dos. Mes parents sortirent précipitamment, conduisant les enfants vers la porte. Elle se referma derrière eux. Silence. Un vrai silence absolu s'installa dans la pièce. Je restai là un long moment, fixant le chaos qu'ils avaient laissé derrière eux. Des jouets éparpillés sur le sol. Des taches de chocolat sur le canapé. Des emballages de bonbons froissés jetés négligemment. Cela ressemblait aux vestiges d'une maladie enfin purgée. La pourriture qui avait pourri à l'intérieur de quelque chose appelé famille. Le jour même, j'ai appelé un serrurier et fait changer toutes les serrures de la maison. Je m'assurerai qu'il ne pourrait plus jamais mettre les pieds dans ce sanctuaire. Puis je pris une pile de sacs poubelles et commençai à tout jeter. Chaque jouet, chaque vêtement, chaque trace d'eux. Le lendemain matin, j'ai appelé David, le gestionnaire immobilier. Il avait l'air mortifié au téléphone. Juliette, je ne peux pas m'excuser assez pour ce qui s'est passé hier. J'ai déjà contacté personnellement les Leclerc pour arranger les choses, mais j'ai peur. Je sais, David. Regagner leur confiance sera difficile, je le coupai au milieu de sa phrase. Mais ma décision est prise. Vous en avez assez fait. Si vous pensez qu'il est préférable pour moi de trouver une nouvelle société de gestion, je comprendrai. Absolument pas, dit-il d'un ton ferme. Juliette, votre sang-froid hier était admirable. Je ne perdrai pas une cliente comme vous pour quelque chose comme ça. S'il vous plaît, laissez-moi m'en occuper. Je vous trouverai les locataires parfaits cette fois-ci, et j'assumerai l'entière responsabilité. Ces mots professionnels et posés m'apportèrent un petit sentiment de soulagement. Il y avait encore des gens dans ce monde qui valorisaient la raison, qui respectaient les contrats et les limites. Et ce petit fait apaisa les blessures vives d'un cœur mis à vif par la famille. À partir de là, j'ai agi rapidement. En une semaine, j'ai pris l'avion pour Saint-Tropez afin de finaliser le bail d'une propriété que j'avais choisie pour mon nouveau studio et ma galerie.
j'avais plus qu'assez de capital pour avancer sans dépendre des revenus locatifs de Paris. C'était la preuve que je pouvais me débrouiller seule, que je n'avais besoin de personne. Quelques semaines plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau à Saint-Tropez, assise avec l'équipe de design et discutant des plans d'intérieur lorsque mon téléphone sonna. C'était David à nouveau, sa voix pleine d'enthousiasme. « Juliette, nous avons réussi. J'ai trouvé les locataires parfaits. » Il expliqua que les nouveaux locataires étaient un couple de France, des cadres d'une entreprise technologique qui venait de déménager. Ils étaient tombés amoureux de la maison au premier regard et avaient proposé de payer 1,2 fois le prix du marché 2 ans à l'avance. Un revenu stable, une entreprise florissante sur la Côte d'Azur, et surtout, la liberté. La liberté d'être épuisé, manipulé ou culpabilisé pour servir. Tout ce pourquoi j'avais lutté. Tout ce que j'avais toujours voulu était enfin à moi. Environ 6 mois s'étaient écoulés depuis que ma nouvelle vie à Saint-Tropez avait trouvé son rythme. Un après-midi, je reçus un appel international. Le nom affiché à l'écran était Tante Diane, qui appelait d'Italie. Parmi tous mes proches, elle avait toujours été la plus attentionnée, une femme qui avait construit sa propre vie indépendante en Europe bien avant que cela ne devienne à la mode. C'était la seule personne de la famille que je respectais vraiment. « Juliette, ma chérie, comment vas-tu ? J'ai vu ton nouveau studio dans un magazine. Il est absolument magnifique. » Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu sa voix claire et vive. Après quelques minutes de politesse, son ton s'adoucit, presque hésitant. « J'ai entendu un peu ce qui s'est passé à Paris. Tu as dû traverser beaucoup de choses. C'est fini maintenant, tante Diane, dis-je en gardant ma voix stable. Je sais, mais voudrais-tu écouter un instant ? Il s'agit d'Hélène. Selon elle, Hélène avait évité les accusations formelles. Les poursuites avaient été suspendues étant donné que c'était sa première infraction et qu'elle avait de jeunes enfants. Néanmoins, sa vie ne s'est jamais vraiment rétablie. L'histoire de ce qui s'était passé s'est rapidement répandue dans la famille. Les proches qui lui avaient toujours prêté de l'argent ou offert de l'aide se sont discrètement retirés une fois qu'ils ont appris la vérité, que la police avait été impliquée et que c'était son propre égoïsme qui avait tout causé. Personne n'est plus prêt à intervenir pour eux, dit tante Diane doucement. Apparemment, même son propriétaire avait entendu parler de l'incident. Après des plaintes de voisins, son renouvellement de bail a été refusé. Même tes parents, soucieux des apparences, ne couvrent plus Hélène comme ils le faisaient autrefois. Finalement, ils ont fini par déménager dans un petit appartement délabré en périphérie de Paris. J'écoutais en silence. Étrangement, je ne ressentais aucune colère, aucune satisfaction, seulement du calme. Juliette, tu as fait la bonne chose. Sa voix était douce, pourtant remplie d'une force tranquille. Tu n'es pas obligé de sacrifier ta vie au nom d'une chaîne appelée famille. Tu as tout à fait le droit de protéger ton bonheur, de construire une vie qui t'appartient vraiment. N'oublie jamais cela. C'était peut-être les mots que j'avais attendus toute ma vie. Je ne considère plus la maison de Paris comme un sanctuaire. Ce n'est plus qu'une de mes propriétés maintenant, une partie de mon portefeuille d'affaires. Mon véritable sanctuaire se trouve en moi. Un endroit que personne ne peut envahir ou revendiquer. Le sang seul ne fait pas une famille. La vraie famille est faite de ceux qui respectent ta vie et se tiennent à tes côtés. Pas au-dessus de toi.